Bonjour et bienvenue sur Planet Wargame. Alors l'un des attraits principaux des jeux comme Warhammer Battle, Warhammer Age of Sigmar et Warhammer 40 000 est de pouvoir y créer ses propres histoires, que ce soit en inventant ses propres planètes, ses propres provinces, régions, empires, ses propres armées surtout, en choisissant les schémas de couleurs et l'historique ou les inspirations qu'on veut y apporter. Et puis, à une plus petite échelle, l'histoire de ses propres personnages, mais même plus globalement, si l'on n'invente pas l'histoire et l'apparence de ces armées et personnages, on peut se contenter de jouer l'une des nombreuses factions proposées et les mettre en scène dans des campagnes de son propre cru, en inventant des raisons pour les affrontements qui vont opposer ses armées et celles de ses adversaires. Bon. Et à cet égard, je trouve que ça aide de mettre les choses un petit peu en perspective, s'agissant de la taille, l'échelle globale des univers de chacun de ces trois jeux, Warhammer Battle, Warhammer Age of Sigmar ou Warhammer 40 000. Alors, on va commencer par Warhammer Battle, c'est là où ce sera le plus simple, puisque c'est un jeu, un univers qui prend place sur une seule planète finalement. Donc c'est ce qu'on a le moins de mal à se représenter. Et cette planète présente quand même, semble-t-il, une singularité par rapport à la planète Terre, c'est d'être beaucoup plus grosse, tout simplement. Il n'y a pas de source officielle à ma connaissance qui vienne établir un petit peu des unités de mesure précises, on va dire, par rapport au diamètre et à la superficie de cette planète. Ce ne sont que des extrapolations, mais il existe néanmoins des cartes complètes, ou quasi complètes, en tout cas de l'univers de Warhammer Battle, quasi complètes, et puis des cartes plus petites resserrées sur une seule des régions, avec des échelles quand même. Notamment, par rapport à Neekara, en V6, vous alliez trouver une échelle qui permet, par extension, si on la rapporte à la carte plus grande de l'ensemble du monde de Warhammer Battle, de mesurer approximativement la distance d'un pôle à l'autre, et en assumant que cette planète soit parfaitement sphérique, ou plus ou moins sphérique si on veut, comme la Terre, eh bien, ça permet la distance d'un pôle à l'autre, c'est l'équivalent du diamètre de cette sphère, et ça permet de déduire son volume et sa superficie. La superficie, surtout, c'est ce qui va nous intéresser, c'est ce qui donne, je trouve, le mieux une vraie perception d'une image de la taille de cette planète, finalement. Le volume, ça va surtout concerner les nains, qui creusent beaucoup, ou éventuellement les créatures des profondeurs marines, mais pour l'essentiel, en allant droit au but, la superficie de la planète sur laquelle se passe Warhammer Battle serait 2,5 fois celle de la Terre. Voilà. Et ça nous amène à quelque chose de très intéressant. Encore une fois, il ne s'agit que d'extrapolation à partir de petites cartes sur lesquelles il y a des échelles, et donc, par extension, d'appliquer ça à la grande carte et d'appliquer les formules ensuite pour voir l'aire de surface d'une sphère, tout simplement, par rapport au diamètre, au rayon plutôt, d'ailleurs en l'occurrence. Donc, ça nous amène à quelque chose de très intéressant, c'est que la carte du monde de Warhammer Battle, ça, si vous êtes familier de cet univers-là, vous ne l'ignorerez pas, ressemble énormément à celle de notre Terre. De sorte que, vous voyez, on peut transposer plus ou moins, là vous avez le vieux continent, la vieille Europe, dans son ensemble, puis vous allez avoir le continent américain, la nord et sud, l'Afrique et l'Asie, qui se trouve ici, avec notamment quand même Ultuan, qui est ajouté au beau milieu de ce qui pourrait être l'océan Atlantique, mais non, c'est le grand océan. Bon, mais ça se transpose quand même presque exactement, on va dire. En tout cas à l'échelle continentale, quoi. Et finalement, ça nous permet de nous représenter chacune des provinces, chacune des régions, chacun des endroits, comme son équivalent dans le monde réel, si on veut, en 2,5 fois plus vaste. Voilà. Ok ? Donc ça nous donne une très très bonne idée, ça, de ce que ça donne. Ok ? Et puis, il faut quand même ajouter une chose importante, c'est que si ce n'est donc un univers entier qui n'est pas si vaste que ça, tant qu'il se cantonne à une seule planète, eh bien, c'est quand même aussi un univers de médiéval fantasy. Donc,
il faut réintroduire un peu la perspective de l'humain de base au sein de ça. C'est-à-dire que, prenons la partie médiévale, en tout cas de Medieval Fantasy, la plupart des distances vont être traversées à dos de cheval, de sorte que, avec une perception humaine, ça va vous donner, un petit peu comme pour nos ancêtres, un monde qui paraît vaste, vaste, vaste. Et ça, c'est important quand même. Il faut en tenir compte quand on écrit ses histoires, quand on développe ses factions, ses personnages, ses héros, etc. Voilà pour ce qui est de Warhammer Battle. Encore que, attendez, précision quand même, parce que c'est vrai que là, je dis, bon, il faut se remettre dans une perspective où finalement on voyage beaucoup à dos de cheval. C'est vrai, et pas tant que ça, parce que là, je me suis emparé du côté médiéval, le Medieval Fantasy, mais finalement, si on prend le côté plus fantasy, alors là, pourquoi pas. On peut imaginer que les déplacements à dos d'aigles géants pour les elfes sylvains, à dos de Pégase pour les Bretoniens, à dos de Griffon pour l'Empire, réduisent considérablement les distances. Un vol d'oiseau, c'est considérable, à quel point ça facilite quelque part les voyages. Bon, si on a des oiseaux migrateurs, nous, sur notre terre à nous, qui vont faire des voyages, des migrations, mais qui vont correspondre à des voyages transcontinentaux plusieurs fois dans leur vie, et leur vie courte au demeurant. Donc ils vont pouvoir faire plusieurs voyages intercontinentaux. Bon, ça réduit les distances. Enfin, ça reste la perspective quand même, pas du premier pécor venu dans le monde de Warhammer Battle. Ça reste voyager à dos de Griffon, à dos d'aigle géant et tout, c'est la première classe. C'est pas accessible à tous, quoi. Voilà, le moindre patatier venu va pas pouvoir embarquer comme ça à dos de Griffon sur commande, quoi. Mais ça donne une idée quand même. Donc, un monde qu'on se figure assez aisément, 2,5 fois la Terre en termes de surface, si on accorde du crédit aux extrapolations d'échelle indiquées sur des petites cartes et appliquées sur ce qui pourrait être la sphère de la planète Warhammer Battle, si on veut. Bon, ça reste assez aisément imaginable. Ok ? Tous les pays, entre guillemets, sont 2,5 fois plus grands. Ok. Passons à Warhammer Age of Sigmar. Alors là, on a besoin de dézoomer beaucoup, puisque dans ce qui est la prolongation, mais des éons et des éons, des éons après le monde qui fut de Warhammer Battle, dans l'univers d'Age of Sigmar, là, en revanche, on va arriver dans un univers beaucoup plus vaste, en termes d'espace, en tout cas géographiquement, puisqu'on compte 8 royaumes mortels, si on ignore les royaumes du chaos. Ok. Chacun de ces royaumes mortels est un disque au sein d'une sphère d'existence qui va englober son ciel, sa voûte céleste, et le dessous. Voilà. Et au niveau des sources vraiment 100% officielles de la part de Games Workshop, on n'a pas d'indication précise clairement par rapport à la taille de chacun de ces 8 royaumes mortels. On a des cartes qui nous donnent une idée de leur forme globale et de la cosmogonie, un petit peu comment ils s'agencent entre eux, ces royaumes mortels. Il y a une part de magie et d'abstrait quand même dedans, il faut le savoir, puisque par exemple, ces royaumes vont correspondre au vent de magie cristallisé sous forme de sphères d'existence, sous forme de disques notamment, qui forment la surface de ces royaumes mortels. Et il y a une part de magie dans cette cosmogonie, puisque les royaumes, par exemple, de Ish et Shaiish, qui vont... j'ai un doute. Non, Ulgu, pardon, excusez-moi. Ish et Ulgu, qui vont être les royaumes des ombres et de la lumière, vont être dans un balai cosmique, comme ça, incessant, une rotation où ils se tournent autour mutuellement, et c'est le cycle de rotation, en fait, de ces deux royaumes mortels-là, qui va dicter le rythme du jour et de la nuit dans les autres royaumes mortels. Ça, en termes de physique, ça sera compliqué à expliquer. Donc, il faut accepter la part magique qui va avec. Mais en termes d'échelle, la seule ligne officielle dans le livre de base de Warhammer Age of Sigmar est que chacun de ces royaumes est vaste, bien trop vaste pour qu'un humain puisse espérer les parcourir d'un bout à l'autre
de ces fameux disques, hein, d'une bordure à l'autre, au sein de sa propre vie, l'espace de sa propre vie. C'est impossible. J'ai en revanche trouvé un artisan redditier extraordinaire, un mec qui se fait chier sur Reddit, qui a extrapolé quelque chose d'intéressant par rapport aux publications pour le jeu de rôle Warhammer Age of Sigmar, qui s'appelle Soulbound. Et si tant est qu'on accorde le crédit canon et officiel à ce jeu de rôle, il y a dedans une mention qui est la suivante: un être humain, dont on apprend par ailleurs dans d'autres pages que l'espérance de vie serait d'environ 70 ans, enfin en tout cas une fois qu'il a atteint l'âge adulte. S'il passe les premières années un peu difficiles, à partir de là, on estime qu'il vivra jusqu'à l'âge de 70 ans. Un être humain, donc, mettrait au moins 10 fois le temps de son existence pour aller du centre d'un royaume mortel et arriver jusqu'à son extrême bordure, voilà, jusqu'au bord de son monde. Ok, alors... il s'est trouvé quelqu'un, comment il s'appelle? Il s'appelle Classic OK 4543, hein, pour calculer à partir de là que si l'on avait la distance de 10 vies d'humains, donc 700 ans, suivant la moyenne qu'on nous donne dans ce jeu de rôle, là, 700 ans avec un rythme rando moyen, voilà, pour un humain. Et on obtient donc le rayon d'un royaume mortel, on le double pour obtenir le diamètre. À partir de ce diamètre-là, bon bah c'est parti, c'est un disque, hein, c'est un cercle. On a la superficie et ça correspondrait environ à 40 fois la planète Terre comme ordre de grandeur pour un royaume mortel. Tous ne font pas forcément la même taille. Et puis il y a une part de magie clairement dans la cosmogonie de cet univers-là. On va pas... Elle est importante, hein, elle est importante. Mais enfin, voilà. Bon, donc au niveau de la physique, il ne faut pas être trop pointilleux. La même chose pourrait être dite de Warhammer Battle, même si c'est plus facile à se représenter. C'est juste une grosse terre. C'est la Terre. Géographiquement parlant, les continents sont calqués sur elle, sur la bonne vieille Terre, mais c'est 2,5 fois plus gros. Il pourrait y avoir lieu de se demander si la gravité ne devrait pas être plus forte d'ailleurs dans le monde de Warhammer Battle, ce qui expliquerait peut-être l'échelle un peu tassée des vieilles sculptures, hein, n'est-ce pas? Ils sont un peu rablés, les mecs. Mais bon, c'est relativisé, parce que déjà, la densité de la planète de Warhammer Battle, pour y revenir, n'est pas forcément la même que la Terre. Elle peut être 2,5 fois moins dense, auquel cas la gravité serait la même sur un astre de 2,5 fois plus gros. Bon, donc ça se tient. Puis bon, pareil, il y a quand même une part de magie. C'est quand même les Slans de Warhammer Battle qui ont rapproché la planète du Soleil, histoire de pouvoir lézarder un petit peu à sa surface. Donc, bon, je crois qu'on en a fini pour Warhammer Battle et Warhammer Age of Sigmar. Battle, pas si gros. Age of Sigmar, déjà immense. Et pourtant, on va passer à Warhammer 40 000. L'univers d'Age of Sigmar n'est, malgré tout, si on en croit ces estimations-là en tout cas, vraiment... ne représente rien par rapport à notre Voie lactée, dans laquelle on se trouve actuellement. Enfin, je pars du principe que vous vous y trouvez aussi au moment où vous regardez cette vidéo. Puisque si je prends la carte de Warhammer 40 000, typiquement celle qu'on va trouver dans les livres de règles, codex, etc., elle peut varier sensiblement d'un codex à l'autre, en fonction de la faction dont il est question. Elle va mettre l'accent plutôt sur la faction propre à chaque codex, mais enfin, dans l'idée, ça va souvent ressembler à ça. La version très impériale, là, ici. Donc nous sommes ici, hein, Terra et Mars, notre petit système solide, alors, ok. Et puis, on va compter quoi? Quelques dizaines de petites mentions, étiquettes, là, correspondant à des planètes, peut-être une cinquantaine en tout et pour tout, par exemple, sur cette représentation-là, 50 planètes qui y figurent, et c'est des planètes principales. On va trouver Nocturne, le monde des Salamanders, on va trouver Talarn, le monde des gardes de Talarn, on va voir Armageddon, évidemment. Bon, Katashan, j'en passe et des meilleurs. On a les mondes principaux, le petit empire Tau, là, par ici, tac, hop, il est là. Ok. Et en fait, ces cartes, si elles sont utiles pour essayer de voir
comment les différentes planètes ou différents systèmes sont agencés entre eux à l'échelle de la galaxie, où se trouve la bordure orientale, etc. Bon, bah, elle est là. Ok. Vont quand même nous induire en erreur. Alors, le côté déjà bidimensionnel, pour une galaxie qui est quand même... qui n'est pas plate. Hein, voilà. Pourrait nous induire en erreur. Je pense pas que ce soit le plus déterminant, parce que finalement, notre galaxie va pas être une sphère, hein, elle va avoir une sorte de disque. Enfin, c'est un disque, mais bon, les principaux amas d'étoiles sont en étoiles eux-mêmes d'ailleurs. Oh. C'est un genre de shuriken, mais c'est pas vraiment une figure géométrique très, très orthodoxe, celle-ci. Mais c'est une étoile ninja, notre galaxie. Bon, donc 100 000 années-lumière, 100 000, 120 000 années-lumière de diamètre, mais je crois entre 1000 et 2000, 2500 années-lumière d'épaisseur. Bon, vous voyez, c'est relativement plat, en tout cas proportionnellement à son diamètre. Bon, néanmoins, c'est pas le principal, c'est pas sur quoi j'aimerais attirer votre attention. Ce sur quoi j'aimerais attirer votre attention, c'est que on sous-estime toujours la taille de notre Voie lactée. Et à plus forte raison, la taille de l'univers. Enfin bon, beaucoup de questions restent en suspens sur ces sujets-là. L'incertitude règne comme une maîtresse tyrannique. C'est très compliqué. Je ne vais pas m'improviser professeur ou vulgarisateur même en astronomie. C'est pas mon domaine. Je n'ai pas le niveau, mais quand même, je l'ai juste assez pour de temps en temps essayer de me rappeler à moi-même que combien la Voie lactée est vaste, et combien finalement ça laisse un champ libre mais incroyable pour la création de factions, de planètes, etc., etc. Juste quelques petits ordres de grandeur comme ça. L'Imperium, nous dit-on dans le lore officiel de Warhammer 40 000, règne sur plus d'1 million de mondes. C'est beaucoup, déjà. 1 million de planètes. Juste comme ça, on reprend la carte. On voyait un petit peu les principales planètes étiquetées là qu'on a à l'écran. Allez, à vue de nez, quoi, comme ça, je vais pas jouer le Rainman, mais 50 peut-être, 50 étiquettes, je suis même pas sûr. 50 légendes là de planètes nommées. Ouais, j'en suis pas sûr. Si quelqu'un veut les compter et me le dire en commentaire, pourquoi pas. Sur 1 million de planètes impériales, c'est pas grand-chose finalement, les planètes connues, nommées, qui ont un lore établi, etc., etc. On pourra ajouter des planètes nommées dans le lore de Warhammer 40 000 qui ne figurent pas sur la carte, mais quand bien même on arrivera à quoi 100, 200 ? Peut-être que 1000 planètes différentes ont été mentionnées dans le lore de Warhammer 40 000 depuis son existence. 1000 sur 1 million, ok. Ouais, mais seulement 1 million de planètes pour l'Imperium. Ben, ça reste peau de balle. Et ouais, le nombre de planètes dans notre galaxie est inconnu, en réalité. Mais on a des ordres de grandeur. C'est inconnu tout simplement parce que quand je dis 100 000 années-lumière de diamètre, je dis oui, bon, mais puis ça nous fait combien ça en kilomètres, qui est tout de suite un peu plus perceptible encore que même ça on n'arrivera pas à se représenter. 1 milliard de milliards. Je crois que j'avais retenu plus. C'est marrant, le truc un peu plus mnémotechnique du Captain Haddock pour retenir le diamètre de la galaxie, parce que parfois j'oublie que c'est 100 000 années-lumière par exemple, alors que c'est un chiffre rond, mais je trouve ça plus intuitif avec le côté Captain Haddock, c'est-à-dire 1000 milliards de milliards de mètres de diamètre. Enfin. Donc c'est grand, donc on ne peut pas les compter une par une en fait, hein, les planètes en dehors de notre système solaire. Hein, on ne peut pas. Les exoplanètes, on est obligé de prendre des données et d'extrapoler, voire de servir de données optiques aussi, de phénomènes optiques pour essayer
d'établir à peu près combien notre galaxie peut en contenir de ces fameuses planètes. Et c'est pas évident. Et alors, estimation basse et prudente, on serait sur 100 milliards, plus de 100 milliards de planètes. Je rappelle que l'Impérium en compte 1 million. Et en même temps, estimation haute, on pourrait se situer jusqu'à des 600 milliards. C'est possible. C'est compliqué. Vous avez une étude récente, assez complète, de la NASA qui, je crois, va établir une forme de consensus raisonnable sur un 160 milliards de planètes. Bon. En même temps, vous avez une étude française assez récente également qui va établir la moyenne de planètes par étoile à 1,6. Et là, ça peut s'étendre donc du coup 300 milliards de planètes à 600 milliards. C'est pas évident cette histoire. Pas évident. Quoi qu'il en soit, retenez simplement qu'il y en a beaucoup. Mais vraiment, 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 vraiment beaucoup. 1 million de planètes pour l'Imperium. C'est le plus grand empire galactique dans l'univers de Warhammer 40 000. Tous les autres empires galactiques, Xenos, ne lui arrivent pas à la cheville en termes de nombre de planètes. Okay, si bien que si l'Imperium s'étend à l'ensemble de la Voie lactée, finalement, hein, comme on peut le voir ici, c'est à chaque fois une planète impériale séparée des autres par des millions, des centaines de millions d'autres astres, d'autres planètes inexplorées, inconnues, appartenant à des empires Xenos même pas identifiés, et j'en passe et des meilleurs. Il est complètement fragmenté, morcelé, cet Imperium. Ce qui déjà donne du sens, par exemple, au boulot des rock traders, qui vont explorer des planètes inhabitées, inconnues, perdues, etc., entre les planètes. Hein. La galaxie demeure inconnue pour l'humanité au 41e millénaire. Et puis, on pourrait peut-être arguer que, ouais, beaucoup de ces... Enfin, la Voie lactée abrite beaucoup de planètes, ok. Mais enfin, quelle proportion va être habitable? Quelle proportion va ressembler un peu vaguement, ne serait-ce qu'au moins par le volume et la masse, à la Terre? C'est une notion qui a son importance. Alors, je sais plus... il n'y a pas très longtemps, j'avais lu quelque chose comme 40 milliards de planètes à peu près semblables à la Terre, peut-être dans la Voie lactée. Ok, mais dont l'importance est relativisée par un fait aussi, qui est que lors du Moyen-Âge technologique, dans l'univers de Warhammer 40 000, donc l'âge d'or de l'humanité d'un point de vue technologique, la terraformation était une chose. L'humanité terraformait des planètes, c'est-à-dire que prenait un astre qui ne ressemblait pas à la Terre, et puis faisait en sorte, par des moyens technologiques que l'humanité ne maîtrise plus au 41e millénaire, que cet astre ressemble à la Terre, en somme. Eau potable, tout, gravité, enfin la complète, quoi, la végétation, etc. Ok. Bon, bah ça nous laisse enfin, ça redéfinit un petit peu le périmètre du bac à sable dans lequel on joue. Ce bac à sable est vaste. On peut y mouler nos petits châteaux forts, nos petits trucs. On peut y aller, quoi. Il va falloir en retourner des sauts avant de commencer à empiéter sur le domaine du voisin. Bon. Voilà simplement ce que je voulais remettre en perspective à travers cette vidéo. On y pense peu. Petit point important. Ouais, certes, ça c'est... comme ça, des petites élucubrations, des petits balbutiements de gens, de ma part, qui ne m'y connaît même pas spécialement en astronomie, juste qui butine de temps en temps vite fait un petit truc à ce sujet. Bon, mais nous, on joue à Warhammer 40 000, c'est un univers de fiction, de science-fiction. Et finalement, ce qui est décrit d'un point de vue lore en interne va primer sur... l'astronomie dans le monde réel et les notions de physique et compagnie, oui, bien sûr.
ce qui émane de l'esprit des auteurs de cet univers de science-fiction est plus important et prend le pas sur la physique du monde réel, même si effectivement Warhammer 40 000 a cette particularité par rapport à Warhammer Battle de se passer bel et bien dans notre univers et dans notre Voie lactée. Mais néanmoins, si on prend le bouquin de règles même de la 3e édition, l'édition à partir de laquelle Warhammer 40 000 va ressembler au Warhammer 40 000 moderne, hein, c'est là où il va vraiment poser ses bases et s'entériner comme un univers cohérent à part entière. C'est quand même surtout en 3e édition que naît le Warhammer 40 000 qu'on connaît aujourd'hui. On nous parle déjà, noir sur blanc, hein, dedans de quelques 200 milliards d'étoiles et autant de planètes. Et un impérium qui compte plus d'1 million de mondes. Bon, voilà, ça en fait des terrains vagues à explorer, ça en fait des tables de jeu à construire, ça en fait des théâtres d'opération, de campagne à imaginer, sans jamais contrevenir au lore établi ou marcher sur les plates-bandes d'autres cercles de jeu qui vont avoir déjà joué des campagnes dans ces zones-là, supposément. Je veux dire, chacun des segmentums de la galaxie, c'est un délire en termes de taille. Voilà. Bon, c'est tout. Moi, c'est un truc que j'ai réalisé sur le tard. Je vous remets la carte de la galaxie. Et puis, peut-être que cette vidéo vous servira à garder à l'esprit que on est là sur une représentation qui a son utilité, certes, mais qui est loin, loin, loin de rendre compte d'à quel point notre galaxie est vaste. Voilà. Ça vous servira peut-être pour vos créations d'armées, créations de campagne, etc. Sur ce, bonne peinture, bon jeu et à la prochaine. Ciao.